Bienvenue sur le podcast de la TOC. Alexis Valois est allé à la rencontre de Alice Quillet de Ten Bells Bread, un des premiers coffee shops parisiens. C'est parti. Donc Alice Quillet, vous êtes franco-anglaise, c'est ça? Voilà. Née en France? Née à Paris, oui. Née à Paris. Oui. Née à Paris. Et après, j'ai beaucoup bougé, tous les 4 ans en moyenne, dans des pays différents. D'accord. Vous avez une formation de lettres. Oui. Et vous êtes venue à la cuisine quand et pourquoi? Je suis venue à la cuisine juste après mes études. Des amis de mes parents montaient un resto à Paris et comme la cuisine m'intéressait, ils ont proposé de me former si je leur donnais un coup de main pour l'ouverture. Et donc ça, c'était Rose Bakery, qui est un restaurant dans le 9e arrondissement, qui était un peu un des premiers en 2002 à faire une sorte de cantine de quartier avec des produits bio, avec centré un peu plus sur les légumes et la pâtisserie, moins les protéines. Et c'est là que j'ai appris à cuisiner pour la première fois. Oui, avec donc mes associés qui sont toujours mes associés maintenant, donc mon mari Anselme Blény et Anna Trattles. Tous on a travaillé à Rose Bakery ensemble. Et puis presque 7 ans après, on a ouvert notre premier restaurant ensemble qui s'appelait Le Bal et qui était un restaurant dans une salle d'expo dédiée à l'image document, donc qui était l'ancienne directrice de l'agence Magnum qui avait mis en place cet espace. Et voilà, donc c'était notre première expérience en restauration. Et j'étais en cuisine avec Anna, qui est chef aussi. Et on a fait surtout, comme elle est anglaise, de la cuisine de terroir anglais. Voilà. Qui était très surprenant à Paris en fait. Très surprenant à Paris, mais qui est quand même assez riche. Très régional aussi, et il y a quand même beaucoup de passerelles entre la cuisine anglaise et la cuisine française, même si les gens sont marqués par leur séjour linguistique en Angleterre et la mauvaise cuisine qu'ils ont pu y goûter. Mais voilà. Et après, ce côté anglo-saxon est toujours resté en fait dans tout ce qu'on a fait, parce que Anselme, donc le troisième associé, est moitié irlandais. Donc voilà, il y a toujours un peu cette signature dans ce qu'on fait. Et Anna est anglaise. Et Anna voilà. est anglaise. Donc vous êtes passée ensuite, vous êtes intéressée au pain personnel. À titre personnel, j'ai commencé, je cherchais un truc. J'aime beaucoup apprendre. C'est comme ça que je me ressource. Et une amie m'a dit tu devrais essayer le pain et m'a conseillé le livre de la boulangerie Tartine à San Francisco. Donc j'ai pris ce livre et j'ai commencé à la maison à faire mon propre pain en levain. Au début, j'ai eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait et j'ai un peu galéré. Mais à partir du moment où j'ai réussi à faire ma première miche qui était bien, j'étais complètement accro. Et petit à petit, j'ai commencé à faire du pain pour le restaurant, donc le Bal. À l'époque, on avait déjà Ten Bells parce qu'on s'était déjà intéressé au café de spécialité. Donc, on avait une première adresse dans le 10e arrondissement qu'on a ouvert en 2012. Rue de la Grange-aux-Belles, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'où le nom Ten Bells parce que c'est au numéro 10 de la rue de la Grange-aux-Belles. Donc, on avait déjà commencé à faire du café de spécialité. Et en décidant de quitter le Bal et de développer Ten Bells, on a cherché un local où on pourrait faire une boulangerie et un coffee shop, en fait, pour un espace un peu multi-usage, multi-production. C'était assez précurseur parce que des coffee shops aujourd'hui à Paris, il y en a de plus en plus. Oui. Mais à l'époque, vous étiez... Oui, c'était il y a 10 ans, il y avait très peu d'autres coffee shops dans Paris. Il y en avait peut-être 3, je pense, et encore moins de torréfacteurs. Alors le coffee shop à l'anglaise, mais avec du très bon pain. Voilà. Le pain, ça vous fascine, si j'ai bien compris. Oui. Alors, ce qui me fascine dans la fabrication du pain, c'est qu'on prend 3 ingrédients, toujours les mêmes, de l'eau, de la farine et du sel, surtout le pain au levain où c'est une fermentation naturelle. Tout seuls, ces ingrédients ne sont pas particulièrement intéressants. Enfin, la farine comme ça, voilà, l'eau, le sel. Et en fait, en les mélangeant, il se passe quelque chose de magique et on arrive avec un produit qui est complexe, délicieux, qui fait plaisir à tout le monde. Il y a peu de gens qui n'aiment pas le pain, à part ceux qui sont allergiques. Donc c'est vraiment cette transformation qui donne énormément de satisfaction. En cuisine, on a beaucoup de satisfaction à transformer les produits, mais une carotte reste toujours une carotte. Alors que là, c'est vraiment des produits bruts
qui se transforme en quelque chose de vraiment très, très complexe. Et c'est ça que j'adore. Donc Ten Bell a ouvert ici Ten Bell Bread. Voilà, c'est la deuxième enseigne qu'on a ouvert en 2016. Il y a un troisième coffee shop dans le 6e arrondissement qui a ouvert en 2019. Et en 2019 aussi, on a ouvert notre torréfaction de café. Ici, Ten Bell Bread, vous avez quelle surface? Combien de personnes avec vous? Alors, il y a à peu près 220 mètres carrés, dont une terrasse. On a eu beaucoup de chance, c'est un local qu'on a eu par la mairie de Paris. Donc, en fait, la mairie de Paris, dans certains quartiers, cherchait à réintroduire des commerces de bouche et donc à coopter des locaux pour les donner sur dossier à des commerçants qui allaient apporter quelque chose au quartier. Et donc on a postulé auprès de la mairie de Paris avec notre idée de faire une boulangerie et coffee shop et on a été sélectionnés. Donc c'est une chance quand même incroyable d'avoir 220 mètres carrés dans le 11e arrondissement à Paris. Voilà, donc il y a à peu près 100 mètres carrés qui sont de la boulangerie mais aussi la pâtisserie et le salé. Parce qu'on fait tout nous-mêmes et c'est notre cuisine de production. On transforme tout ici pour faire des soupes, des salades, des sandwichs, des pies, voilà, et puis plein de pâtisseries et beaucoup de pain. L'idée c'est de donner du plaisir, la notion de gourmandise est quand même très présente dans tout ce qu'on fait et notamment avec le pain. On a vraiment choisi avant tout de faire un pain qui soit gourmand, Il y a pas mal de pains au levain, surtout avec des farines un peu complètes ou semi-complètes, qui sont un peu des pains punition de magasins bio et qui sont délicieux, mais où il n'y a peut-être pas autant de gourmandise que quand on mange une baguette croustillante ou quelque chose comme ça. Donc là, on a voulu faire quelque chose de vraiment gourmand avec une croûte fine, une mie alvéolée, un peu humide. Et donc, c'est vraiment un pain idéal pour saucer un plat, pour faire des tartines, pour manger, avec plein de choses. Et je pense que c'est aussi notre parcours de restaurateur qui fait qu'on ait fait un pain qui en fait se marie aussi bien avec la cuisine. Et c'est pour ça qu'on fournit aussi énormément de restaurants en pain. Les 3/4 de ce qu'on fabrique est livré à des restaurants tous les jours. Okay. Quelle quantité à peu près on fabrique à peu près 600 pains par jour, donc presque 600 kilos. Voilà. Et une cinquantaine de clients 70 restaurants. Et ça va de l'épicerie au coffee shop, à la brasserie, au restaurant 2 étoiles. Donc c'est vraiment un panel assez large de clients. Et pour réaliser ce pain qui soit gourmand, vous vous êtes formé? Je suis allée dans une boulangerie qui s'appelle Mirabel à Copenhague, qui fait du très bon pain en levain. Et ils ont une technique assez particulière où en fait le pain n'est pas façonné. En fait, ils déposent le pain sur le plan de travail, le découpent, le mettent dans un banneton et après, 5 minutes après, il est enfourné. Et ça m'intéressait en fait de voir cette pratique dans le but aussi peut-être de rationaliser un peu la production et de voir comment je voulais installer en fait notre production. Et c'était hyper intéressant. C'est aussi une boulangerie qui est rattachée à un restaurant étoilé à Copenhague. Donc c'était aussi il y avait une certaine exigence aussi que je voulais voir. Et surtout le plus formateur, c'était je suis allée à San Francisco à la boulangerie Tartine. Donc le fondateur a écrit le livre qui m'a appris à faire de la boulangerie. Donc c'était super de pouvoir voir vraiment comment eux faisaient là-bas. Donc c'est pour ceux qui connaissent le pain de tartine, c'est vrai qu'on perçoit cette inspiration en fait quand on voit le type de pain qu'on fait. Parce que c'est un style assez... le fait d'hydrater autant la pâte et d'avoir une pâte aussi alvéolée avec la mie fine, c'est assez typique en fait du pain de tartine. Pourquoi vous êtes allé à l'étranger pour vous former plutôt qu'en France? En fait, j'ai utilisé mon réseau. J'avais déjà des contacts dans ces pays-là et je connaissais personne en boulangerie en France. Et j'avais l'impression, et peut-être que je me trompe, mais que c'était un milieu assez fermé, que sans CAP, sans formation traditionnelle, j'aurais pas accès à certaines informations, à certaines choses. Et c'est vrai qu'il y a quelques boulangers qui m'ont dit que chacun son métier et qu'en tant que chef,
n'avais pas à me mettre à faire du pain. Surtout qu'en France, on n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie si on n'a pas de CAP, ce que je n'avais pas non plus. Voilà, donc je me suis tournée vers l'étranger parce que les gens étaient un peu plus ouverts et transparents sur leur façon de travailler, leurs fournisseurs, leurs coûts. Voilà. Donc maintenant, j'essaie de faire la même chose en France avec les boulangers qui me sollicitent. Mais c'est vrai que j'avais cette impression que le milieu serait peut-être un peu trop fermé. Votre équipe, c'est combien de personnes? Il y a une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine. Ouais. Et beaucoup d'étrangers. Et un peu moins de la moitié. Mais c'est vrai que dans mon équipe de boulangerie actuellement, j'ai 2 Italiens, une Taïwanaise, une Française et un Franco-Bulgare. Comme on n'est pas un endroit très classique et qu'il y a pas mal de codes qui sont cassés, on a des gens qui postulent, qui viennent d'un peu partout. La langue en cuisine, c'est l'anglais, et même la langue de communication dans notre communication officielle, c'est souvent en anglais. Donc je pense que c'est pour ça qu'on attire aussi pas mal d'étrangers. Et après, le CAP traditionnel, par exemple en boulangerie, à moins que le formateur ou la formatrice soit intéressé par ces sujets-là, ne fait pas de pain en levain. Donc pour ceux qui ont des formations traditionnelles, en fait, ils ont peu d'expérience en pain en levain. Est-ce que c'est vous qui les formez? Oui, donc on les forme, oui, tout à fait. Et vous-même? Oui. Ou c'est un savoir qui se transmet? Maintenant, je fais peut-être 1 jour par semaine en production. Donc non, c'est plus un travail d'équipe que de former les gens. C'est vraiment la responsabilité de l'équipe en fait, de former les nouvelles personnes, quel que soit leur niveau. Et on a toujours un peu fonctionné comme ça. On est très transparent sur notre façon de travailler et on partage tout avec les employés, les stagiaires, tous ceux qui ont besoin. On a beaucoup de stagiaires qui viennent de l'EIDB par exemple, qui est une école qui est vraiment pour ceux qui ont déjà un projet professionnel. Ces personnes-là en général ont beaucoup de questions par rapport à notre fonctionnement et donc on partage énormément avec eux. Mais bon, on partage avec tout le monde et en fait on est vraiment dans cette optique. C'est la restauration, les gens ne restent pas des années au même endroit. Les gens ont envie de monter leur propre affaire et donc on est très content de partager notre savoir-faire et surtout les erreurs qu'on a faites. Et c'est super de voir en fait ce que font les gens après avoir quitté Ten Bells. C'est un métier qui est difficile physiquement. Est-ce que vous avez un fort turnover? C'est un métier qui est très difficile physiquement. Je pensais que d'être cuisinière c'était fatigant. Et d'être boulangère, c'est plus fatigant. On soulève une demi-tonne de pâtes plusieurs fois par jour, dans des boîtes de 25 kg, mais quand même. Et de faire les cuissons aussi, c'est extrêmement physique. On n'a pas un turnover si fort que ça, mais c'est vrai qu'on fait très attention à notre façon de travailler. On s'entraide beaucoup et il n'y a pas ce côté un peu... je peux faire ça tout seul, je suis fort. Enfin, tout le monde, on soulève tout ce qui est lourd à 2 personnes. On essaye vraiment de minimiser les gestes pour pas que ce soit trop difficile. On adapte aussi les techniques de pétrissage pour que, par exemple, il y ait moins de rabats à faire sur les pâtes parce que faire 2 rabats dans 12 boîtes de 25 kg, c'est extrêmement fatigant. Donc, après, on est sur des semaines de 4 jours aussi. Toute l'équipe en cuisine en fait a 4 jours de travail, puis 3 jours de repos. Donc en général, il y a un jour où on se repose vraiment et puis après on a son week-end. Je crois que vous êtes très sensible aussi à la parité homme-femme. Oui, dans les équipes, j'essaie de garder une certaine parité. En ce moment, en boulangerie, il y a 3 femmes et 3 hommes sur une équipe de 6. Donc il y a la parité. Après, c'est pas toujours le cas, mais j'essaie au maximum de... Il y a très peu de femmes boulangères en France. J'avais regardé des chiffres qui datent d'il y a quelques années, mais il me semble que c'était autour des 4 ou 6%. C'est vraiment pas beaucoup, c'est encore moins qu'en cuisine. Donc c'est important pour moi de recruter des femmes. Il y en a de plus en plus parce il y a beaucoup de reconversions professionnelles quand même en ce moment. Beaucoup de personnes, je pense, qui cherchent du sens à ce qu'ils font et donc qui se tournent vers des métiers d'artisanat. Et il me semble que dans les écoles où on fait des formations de boulangerie en reconversion, il y a autant d'élèves femmes que d'hommes. Et moi je le vois dans les candidatures que je reçois, il y a quand même, je pense, autant de femmes que d'hommes qui postulent ici en tout cas. Comme j'ai pas fait de formation en boulangerie française par exemple, il y a plein de mots que je connais pas sur les techniques. Donc je les apprends au fur et à mesure qu'on a des employés ou des stagiaires qui font des CAP ou des formations en France. Donc il y a sûrement un mélange de franglais. Après on a fait un énorme travail aussi sur l'entreprise. Il y a 3 ans, on a vraiment réfléchi à notre ADN et à quelles étaient nos valeurs, notre mission, notre vision en fait de Ten Bells. Et petit à petit, en fonction de ça, on a élaboré un plan d'action et on a mis en place pas mal de choses.
qui ne sont pas du milieu traditionnel de la restauration. Donc je pense que quelque part, il y a peut-être un vocabulaire un peu aussi ou un lexique start-up, entre guillemets, parce qu'on a mis en place pas mal d'outils qu'on utilise dans des entreprises plus classiques, comme par exemple Slack, qui est une appli de communication. On a pas mal de réunions, on a mis en place des concepts comme la culture du feedback, des choses comme ça qu'on ne trouve pas, pas souvent en restauration traditionnelle. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi un lexique un peu start-up et je sais que les gens n'aiment pas ce mot, mais corporate, mais dans le bon sens, dans le sens où on professionnalise, qui petit à petit maintenant fait partie aussi du lexique 10 Bells. On a une réunion toutes les 6 semaines qui s'appelle le All Hands, donc c'est un terme typique du milieu professionnel traditionnel et qui veut dire que c'est tout le monde de l'entreprise, des fondateurs aux stagiaires, et on se retrouve pour faire une réunion où on aborde plein de sujets différents. Mais ça, c'est un truc typique d'autres secteurs que la restauration. Et la culture du feedback, pourquoi ? Parce que c'est important en fait de pouvoir mettre en place le feedback, donc de pouvoir faire des retours positifs et négatifs de manière non violente et constructive en fait. C'est important de s'améliorer, d'apprendre et donc ce ne sont pas des choses qu'on apprend ni en faisant des formations en cuisine ou en salle, ni dans les autres expériences professionnelles qu'on peut avoir en restauration. Donc c'est important de donner cet outil aux gens. Pour les feedbacks positifs, ça peut être par exemple sur l'accueil d'un stagiaire en boulangerie ou en pâtisserie et de dire quand tu as pris le temps d'expliquer plusieurs fois aux stagiaires qu'il fallait faire comme ça, je pense qu'il a vraiment compris comment travailler. C'était très important de le faire, continue comme ça. Donc ça c'est un feedback positif. Un feedback négatif, c'est quand tu arrives en retard de 15 minutes tous les matins, ça met la pression sur le reste de l'équipe. Essaye de me prévenir la prochaine fois pour que ça ne se reproduise plus, par exemple. Voilà. C'est des choses comme ça où petit à petit on peut essayer de mieux communiquer. Et après il y a plein de moments qui ont été mis en place aussi entre les managers et leurs équipes pour se parler. Il n'y a pas par exemple un rendez-vous annuel de performance où on dit voilà t'as bien fait ça, t'as bien fait ça et puis ça tombe comme un cheveu sur la soupe et la personne est censée du jour au lendemain s'améliorer. C'est plus des moments réguliers en fait où on parle de ce genre de choses. On a fait appel à un coach qui nous a suivis pendant 3 ans pour nous aider à faire cette transition. C'était vraiment une des choses les plus difficiles que j'ai jamais fait parce qu'il y a une énorme remise en question et c'est assez difficile, surtout quand on fait ça depuis plus de 10 ans, de se dire en fait maintenant je vais désapprendre tout ce que j'ai appris et je vais recommencer. Donc on a appris pas mal de choses comme ça et là récemment on a intégré un accélérateur de la BPI, donc la Banque publique d'investissement pour les entreprises et il y a des modules au sein de cet accélérateur qui sont aussi sur le management. Et mon mari aujourd'hui fait un séminaire sur le marketing digital parce qu'on va bientôt avoir un site internet pour vendre le café. Voilà, donc il y a des choses aussi qu'on ne fait pas non plus complètement en autodidacte mais pour lesquelles on se forme. Le café, c'est une passion pour vous ? C'est plutôt pour Anselme. Il a cofondé la brûlerie de Belleville. Bon, après, il est parti parce qu'il avait envie de faire autre chose. Mais c'était son premier pas en fait dans la torréfaction. Parce que Belleville, maintenant, c'est un torréfacteur assez connu à Paris. Le temps de mettre en place 10 Bells et de développer. Après, il a décidé en 2019 de torréfier aussi. Et comme on avait déjà une activité de B2B et de vendre du pain au restaurant, on s'est dit qu'on vendrait du café au restaurant. Et faire du café dans un restaurant, c'est très différent de faire du café dans un coffee shop parce que déjà les serveurs ou les serveuses ne sont pas nécessairement formés à l'utilisation de certaines machines. Le débit n'est pas le même non plus. Donc on cherchait aussi à un peu comme le pain, à faire un café qui soit facile d'accès, facile à utiliser, qui puisse plaire à tout le monde. Donc c'est pas non plus un café super pointu, très acide, on a essayé de faire un truc qui serait facile à régler dans sa machine et facile à faire et facile à boire. Et c'est pareil pour le pain. Je pense que comme on était restaurateur aussi, on a fait un pain qui va avec tout, peut être réutilisé sur plusieurs services. Donc il facilite aussi la tâche des restaurateurs parce qu'on peut facilement le garder sur 2 jours, le mettre au four et le réutiliser. Et aussi qu'il y a une acidité qui fait un peu saliver et donc qui fait que les gens vont boire et manger plus et consommer plus.
Voilà, donc dans ce qu'on vend aux pros, il y a toujours aussi notre parcours de restaurateur qui va influencer et formater un peu notre façon le produit qu'on va leur proposer en fait. Alors je crois que vous êtes aussi très impliquée, engagée, hein, Anna, Ansel et vous. L'engagement, ça fait partie des valeurs de Ten Bells, donc on est très transparent là-dessus. Quand on recrute par exemple, on cherche aussi des personnes engagées qui partagent les mêmes valeurs qui sont l'environnement, mais aussi la société en général et l'amélioration en fait de du quotidien de tout le monde. Il y a notre engagement pour la planète. Donc il y a plein de choses différentes dans notre façon de travailler, donc les fournisseurs avec lesquels on travaille, les systèmes qu'on met en place de valorisation des déchets aussi. On a aussi un système de tasses réutilisables pour que les gens arrêtent les tasses à usage unique. C'est un peu laborieux, mais petit à petit on y arrive. Donc il y a des choses comme ça et après on fait aussi tout simplement des levées de fonds. Donc récemment on a fait des ateliers de fabrication de pain en levain pour apprendre à faire du pain à la maison, pour lever des fonds pour une boulangerie en Ukraine dont la boulangerie avait été détruite par des bombardements et qui a besoin d'un nouveau pétrin. On a aussi pas mal fait de levée de fonds pour des associations LGBT+, et pour une association pour les personnes trans. On a aussi levé des fonds pour les violences sexistes et sexuelles. On a levé des fonds pour les violences faites aux enfants. La mise en place d'un atelier où les gens payent. On a aussi fait des cookies. Les ventes sont reversées à une association. Par exemple, on a participé à un événement avec l'association Ernest qui distribue des paniers de légumes en circuit court d'une ferme où les gens sont en réinsertion. Donc on a fait un événement, on a cuisiné pour eux et les gens achetaient des billets et donc cet argent a servi à financer les paniers. Votre entreprise, votre notoriété sur les réseaux sociaux, votre clientèle, soit utile socialement, c'est ça ? On est extractif par notre consommation et l'usage qu'on fait des matières premières et donc on essaye quelque part d'être un peu régénératif en essayant de rendre ou de remettre un peu de ce qu'on prend dans le monde. Donc c'est vrai qu'on cherche à utiliser notre plateforme pour sensibiliser et pour peut-être donner une voix à certaines causes qui sont importantes pour nous. Comment vous organisez votre vie de maman, chef d'entreprise ? J'avais arrêté un peu la cuisine pour essayer de retrouver des horaires normaux, entre guillemets, mais après je me suis retrouvée à me lever à 3h du matin pour aller travailler, donc en fait c'était un peu similaire. J'ai la chance d'être en couple et donc du coup pour la question des enfants, ça se pose pas trop parce que mon mari fait très bien son travail de père et s'occupe des enfants. Quand je travaillais par exemple à 3h du matin, parce que souvent les gens me demandaient mais comment tu fais, tu te lèves, et c'est dingue parce que je pense qu'on ne pose pas cette question aux hommes boulangers, de qui s'occupent de leurs enfants. J'ai réduit un peu le temps que je passe dans le fournil, parce qu'on a évidemment plein d'autres choses sur lesquelles on doit travailler vu qu'on est un peu en croissance. J'ai un équilibre qui en tout cas me convient, qui parfois est déséquilibré, hein, c'est pas tout le temps parfait. Je pense que j'arrive assez bien à m'organiser et c'est un peu aussi ce que font beaucoup de femmes, c'est-à-dire de devenir chef d'entreprise. C'est un peu malheureusement une des seules façons d'arriver en fait à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et c'est vrai que c'est souvent une solution pour pas mal de femmes, c'est de devenir chef d'entreprise pour pouvoir un peu créer leur entreprise à l'image de la vie qu'elles veulent avoir. C'est dommage. Et je pense que c'est important que plus d'entreprises s'adaptent à la parentalité en général, pas seulement celle des femmes, mais pour permettre aux gens de s'épanouir à la fois dans leur travail et dans leur vie personnelle. Merci beaucoup Alice pour cet entretien et à bientôt. Ouais.